Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous critique où nous parlerons de prix, notamment le Grand Prix national d'architecture, mais aussi de bâtiments, beaucoup en région et quelques-uns à Paris, comme d'habitude. Alors commençons vite par le Grand Prix national de l'architecture, remis cette année à Philippe Prost, mais avant tout, je voudrais dire que le jury du Grand Prix a décerné un prix d'honneur à René Gailloustet, dont nous avions beaucoup parlé autour de cette table, quand elle avait gagné notamment le prix de la Royal Academy of Arts, souvenez-vous, mais voilà, dont l'engagement exceptionnel dans le logement social n'est plus à prouver, mais je voulais signaler que ce jury avait vraiment voulu absolument distinguer l'œuvre de René Gailloustet. Alors, s'agissant de Philippe Prost, je rappelle qu'après Patrick Berger en 2004, Rudy Ricciotti en 2006, Lacaton Vassal en 2008, Frédéric Borel en 2010, Marc Barani en 2013, Ibo Sévitar en 2016 et Pierre-Louis Falocci en 2018, dont on a lu un article dans Le Monde aujourd'hui même sur l'exposition à la Cité de l'Architecture, eh bien, est arrivé Philippe Prost. Voilà. On connaît son travail, on sait que c'est un grand enseignant, notamment à l'école de Belleville, mais aussi à l'école de Chaillot, et puis quelqu'un qui est engagé toujours, il dit toujours pas de création sans mémoire, c'est dire à quel point il œuvre beaucoup dans le patrimoine. Il s'était fait remarquer par son intervention contemporaine, notamment sur l'hôtel de la Monnaie à Paris, et puis par l'anneau de la mémoire sur le site de Notre-Dame de Lorette, sur le site de la Grande Guerre. Voilà, et il avait commencé, ne l'oublions pas, par un grand travail sur la citadelle de Vauban à Belle-Île. Alors, Philippe Prost. Philippe, oui. Non, Philippe l'autre. Non, Philippe l'autre, exactement. Moi, je suis extrêmement, très content pour Philippe Prost et très content tout court parce que c'est vraiment un architecte que j'aime énormément et pour plein de raisons. D'abord parce que il est architecte, il est urbaniste, il a fait l'école du patrimoine, c'est un architecte qui est très intéressé par l'espace militaire, par toutes les constructions d'ingénierie militaire. C'est vrai qu'il a participé à des colloques sur Vauban, enfin tout ça. Mais au-delà de ça, je dois dire que j'ai été bouleversé, et je le suis encore, je trouve, par l'anneau de la mémoire, le fameux anneau qu'il a construit à Notre-Dame de Lorette, donc dans le nord, dans le Suaire. D'autant plus que moi, j'avais fait un passage pour Arte sur ce site où on a fait un reportage sur les gens qui participent à ce qu'on appelle la garde d'honneur, qui est une chose très étrange, parce que en 2017, ils avaient introduit pour la première fois des femmes dans cette garde d'honneur. C'est un lieu extrêmement étrange, et à côté de ce lieu extrêmement lourd, avec un bâtiment très ancien, très marqué par la guerre de 14, il a fait cet anneau qui comporte, je le rappelle quand même, près de 600 000 noms. Il y en a 597 000, je sais pas combien, noms de gens qui ont été tués sur un front de 90 km de long. C'est-à-dire, ça dit... Et d'ailleurs, l'autre chose étonnante, c'est que la terre autour, c'est une terre qui recrache chaque année une dizaine de corps. Et je dis ça parce que ces dizaines de corps, donc ce sont des squelettes, bien sûr, mais sur lesquels il y a encore les plaques. Donc on appelle les familles pour leur dire, vous savez, votre ancêtre qui avait disparu, en fait, maintenant on le sait, et ce nom, eh bien, il faut l'ajouter sur cet anneau. Et Philippe Prost racontait que c'était un problème extrêmement complexe parce qu'il devait laisser de la place, mais entre un combattant vietnamien qui a un nom de 3 lettres et un combattant de malgache qui en a un de 24, c'était un problème extrêmement compliqué qu'il devait résoudre. Et donc j'ai trouvé qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait qu'il avait tous ces gens qui sont ensevelis, il les a honorés par un monument qui se soulève et qui décolle. Et je trouve que là, il y a quelque chose de très fort, de très très riche. Voilà. Bon, par ailleurs, c'est vrai qu'il a... Juste cette chose sur ce bâtiment qui se soulève, justement, ça montre aussi la fragilité de la paix. Et je trouve que là, il y a une, absolument. Il y a puissance de l'architecture qui, quand même... Il y a une richesse des métaphores extraordinaire. Par ailleurs, il y a évidemment l'usage du métal et le rapport aux obus. Et de même que quand il a travaillé sur l'hôtel de la Monnaie, il a utilisé toute une partie métallique qui rappelle les pièces de monnaie, etc. Donc il y a une autre chose. Il a aussi travaillé sur la cité des électriciens. D'ailleurs, un endroit qui s'appelle maintenant Bruay
en Bussière, certains se souviennent que ça s'est appelé autrefois Bruay-en-Artois, et que pour la sombre affaire de l'assassinat, la ville un jour a décidé de changer de nom. Mais il a donc, là c'est un bâtiment complètement différent, enfin c'est une série de bâtiments en briques, donc c'est vraiment autre chose. Je trouve que c'est un architecte qui est très riche, qui a une très grande palette sensible, et voilà, donc moi je trouve que c'est un très beau prix. Sophie. Oui. Moi, je trouve que l'attribution du prix, elle est vraiment très pertinente aujourd'hui, puisque on parle énormément de patrimoine, de préserver le bâti, de réhabiliter, transformer et de ne pas démolir. Donc lui, c'est vraiment tout un pan de sa production. Mais ça a été un des premiers quand même à se positionner par rapport à l'idée de création dans le patrimoine, tel que ça avait pu être développé dans l'exposition qui a été présentée à la Cité de l'Architecture ici, et puis qui avait été itinérante. Et donc c'est vraiment un nouveau regard extrêmement intéressant. Et puis c'est quelqu'un qui a un parcours atypique. Donc à l'origine, il était plutôt destiné à faire de la recherche, à agir en tant qu'historien. Et ça se ressent énormément dans son travail. De toute façon, il le revendique vraiment. On ne peut pas être architecte s'il n'y a pas vraiment un vrai travail de recherche et développement. Et donc, il a une méthode de conception qui est absolument passionnante, puisque il effectue énormément de recherches pour montrer que l'architecture, c'est quelque chose qui n'est jamais figé, et que même quand on travaille sur du patrimoine, c'est déjà des bâtiments qui ont été transformés à de multiples reprises. Donc, il effectue un vrai travail de recherche dans les archives, où il va exhumer des cahiers des charges, où à l'époque de Vauban, il fallait changer une fenêtre, changer une porte. Donc il va étudier tout ça. Et donc il a des idées très intéressantes. Donc ce qu'il déclare, c'est qu'il est indigné par l'idée terrifiante de la restauration à l'identique. Et il défend aussi l'idée que même si on ne fait rien sur un bâtiment, de toute façon, ça change, le bâtiment change de lui-même. Il y a des choses qui changent, même sans qu'on intervienne. Donc c'est vraiment intéressant je pense que le prix, c'est aussi l'occasion de rebalayer un peu toute son œuvre, parce que c'est vrai qu'il a quand même été extrêmement médiatisé au moment de l'anneau de la mémoire, qui est absolument magnifique, et puis peu de temps après, enfin même de manière quasi concomitante, sur la transformation de la monnaie. Mais il a revenir sur le travail qui a été fait à l'Île-Dieu, c'est très intéressant. Richard. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'enthousiasme de mes camarades. C'est vrai que c'est bien que ce soit un chercheur, mais un chercheur, pas un type qui est tout le temps dans les bibliothèques, qui fait de la recherche pour la recherche, mais un mec qui met la recherche au service du projet. Voilà, c'est très bien que ce type de profil atypique, hein, comme vous l'avez souligné, puisse avoir le Grand Prix d'architecture. Voilà, c'est vrai que ces bâtiments, ils sont toujours intelligents, comme tu l'as très bien dit, Philippe. Voilà, il cherche à mettre la mémoire au premier plan. Et c'est vrai qu'on en a besoin. Bon, je me rappelle par exemple du concours auquel il a participé pour la barre Urbain Cassan. Hein, et effectivement, il avait tout un discours où il cherchait à remettre en évidence donc, toute la mémoire du lieu qui avait disparu sous la barre, donc tous les entrepôts à vin qui existaient auparavant, que la barre déjà disons, respectée, que les autres candidats n'avaient pas vu. Donc c'était très intéressant. Je me rappelle aussi ce que nous avons dit ici là, à propos du bâtiment de la Monnaie d'Antoine, comment il avait su quelque part, donc, en ne construisant pas dans les cours, faire ressortir toute la modernité de ce mec du XVIIIe siècle, Antoine. Voilà, on avait vu que son plan, c'était presque un plan colassien, et ça c'est vrai qu'il a su quelque part le montrer. L'anneau aussi, je trouve que, comme vous l'avez dit, c'est très beau. En plus, il est elliptique, il n'est pas rond, il vient s'encastrer comme ça entre deux collines. Voilà, oui, c'est vrai que c'est très bien qu'il ait eu le prix. Bon, mais après, je mettrai un petit bémol quand même, parce que l'anneau, d'ailleurs, je lui avais dit, je crois que je l'avais appelé après l'avoir vu, hein, ce que j'aime pas trop, c'est que voilà, il n'est pas si radical, si tu veux. Voilà, hein, parce que déjà, donc, l'anneau vient s'encastrer entre deux collines, on aurait dû rentrer par
le trou, donc laissé libre. Il a fait une rampe de parking pratiquement pour rentrer à l'intérieur. Et puis ensuite, dans l'anneau, donc il y a des fenêtres qui permettent de voir le paysage. Je trouve que c'est aussi une erreur. Voilà, on est là, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu lourd. Le paysage, il est partout. C'était pas la peine qu'on le voit. On le voit quand on est dans la petite vallée. On le voit sous l'anneau. On voit le ciel. Et c'est pas la peine là de le refaire voir encore. Et puis pareil aussi pour ces interventions dans le bâtiment d'Antoine. Bon, il y a très très bien. Mais c'est fascinant la manière dont, quelque part, il a préféré faire voir peut-être le travail d'Antoine que le sien, mais c'est vrai que le sien, je le trouvais quand même, malgré tout, un tout petit peu limité. Voilà. Excusez-moi pour le bémol. Hein. Alors Isabelle, on a lu dans le journal tout à l'heure, tu nous parlais de la pitié de l'Anthropocène. Qu'est-ce que tu vas pouvoir écrire sur Philippe Prost ? Ben non, mais justement, je n'ai pas écrit sur Philippe Prost et sur le Grand Prix parce que je faisais partie du jury cette année. Donc, bon, là, je vais en parler, mais de toute façon, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce qu'ont dit mes éminents collègues, sinon que, bon, enfin, je veux dire, à la fois pour avoir été dans le jury, et puis, enfin, s'il fallait commenter, enfin, je pense que c'est à la fois un grand talent d'architecte, un alliage de rigueur et de poésie, je pense ce qu'on peut trouver chez Philippe Prost, mais aussi cette démarche dont parlait Sophie, quoi, qui a été récompensée, et une démarche qui en un sens, enfin, même si on peut dire qu'elle est pionnière, ou en tout cas c'est une démarche qui devrait ou qui pourrait faire école, dans le sens où aujourd'hui, comme on le voit au pavillon de l'Arsenal, là où il y a cette expo qui est vraiment passionnante, que je vous recommande d'aller voir, qui s'appelle Construire, préserver, je ne sais plus, enfin sur la transformation des bâtiments, en fait, qui présente 40 bâtiments, 40 projets qui vont être livrés à Paris dans les 3-4 prochaines années de transformation de bâtis anciens. Donc c'est quand même, il faut s'en réjouir, c'est une grande tendance aujourd'hui. Et Philippe Prost a tellement développé une méthode qui est en même temps une éthique de la construction qui passe effectivement par de très longues études extrêmement approfondies, extrêmement minutieuses pour comprendre vraiment jusque dans ses fondations les plus secrètes, jusque dans l'esprit de l'architecture, dans le moindre détail technique, ce qui fait les forces, ce qui fait les faiblesses du bâtiment dont il va s'emparer, qui va pouvoir se transformer. Et c'est cette connaissance intime de l'ancien qui va lui donner la liberté, la liberté de l'amener dans le contemporain, et la liberté finalement de la poésie qu'il peut déployer. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que y a des transformations qui sont faites un peu à l'emporte-pièce, un peu de n'importe comment, en dépit du bon sens. Et là, il y a quelque chose vraiment qui pourrait faire école avantageusement. Donc ça, c'est une chose. Et non, je voulais peut-être raconter une petite anecdote qui tient. Je l'avais interviewé une fois, Philippe Prost. C'était pendant le confinement. J'avais fait une série d'articles où je demandais à des architectes de me parler d'une architecture qui les avait inspirés, qui les avait fait rêver. Voilà. Et lui m'avait fait un récit qui était absolument génial et qui en dit long sur lui, en fait, qui était sa découverte de la forteresse de la Rocca d'Anfo, qui est donc un édifice militaire construit à Même-la-Roche, en Lombardie. Et cet édifice, il l'avait découvert en feuilletant des atlas dans une bibliothèque. Et il est tombé sur des aquarelles qui dataient de l'époque napoléonienne. Et ça l'avait beaucoup intrigué parce qu'en fait, cet édifice ne correspondait pas du tout aux canons architecturaux de l'époque. Et donc, il avait commencé à se passionner et à nourrir une vraie obsession
pour ses aquarelles. D'abord savoir si le bâtiment avait réellement existé, puis comprendre qu'il avait existé, qu'il était fermé, obtenir une autorisation, y aller. Là, il fait un récit en train de nuit avec sa femme, et puis louer une voiture, et puis finir à pied, etc. Complètement exalté, racontant les morceaux d'opéra qu'ils écoutaient à fond en y allant, etc. Et puis ils arrivent, et là, ils peuvent visiter le bâtiment, mais en fait, évidemment, c'est à moitié une ruine, et il est dans le bâtiment, et il ne comprend pas comment le truc est fait, et à un moment donné, il y a un escalier qui s'est effondré, donc il ne peut pas tout explorer. Il revient extrêmement frustré, il se débrouille pour y retourner 2 fois, il y va avec une échelle, mais toujours il y a des choses qui s'opposent à son... qui entravent finalement sa connaissance, et il y a toujours un mystère, quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre, parce que c'est un agencement de différents bâtiments dont il ne comprend pas comment ils sont reliés, comment ça a pu fonctionner et tout. Et finalement, il va écrire un article là-dessus pour Casabella, et finalement, il va faire une exposition, je ne sais plus où, autour de ce bâtiment. Et pour l'exposition, il va réussir à exhumer une maquette qu'il trouve dans les sous-sols des Invalides, et qui, là, lui donne la révélation de comment le truc est foutu, avec des circulations souterraines qui font le lien entre tout. Voilà. Et bon, le récit est super, mais ce qui était aussi super, c'était la passion qui l'animait. Il y a une espèce de... Parce que Philippe Prost, c'est quand même un architecte d'une sorte de rigueur quasi janséniste, et qui en même temps est animé par une espèce de feu bouillant pour ces architectures militaires, pour cette architecture d'ingénieur. Et donc, je sais pas, c'est un peu un architecte de l'oxymore. Et voilà, rigueur et passion en même temps chez lui. Et ça produit cette architecture qui est souvent très surprenante, tout en s'inscrivant dans voilà, une forme de monumentalité, de grande histoire. Alors d'ailleurs, je voulais partager ce petit. Depuis, il a gagné le campus pour Versailles, le campus des métiers d'art et autres. Voilà, c'est une sorte de séquence assez bonne pour lui, hein, et intéressante. Venons-en maintenant. Depuis qu'il a eu le Grand Prix. Oui, oui, quasiment paye, la même semaine. Venons-en maintenant à 2 prix d'architecture qui ont été remis, l'un décerné par le jury de DA, notre revue que nous connaissons bien, et on salue Emmanuel Caille au passage, et puis aussi le groupe du Moniteur qui, avec son équerre d'argent, a donc couronné la médiathèque Charles Nègre. On sait que l'équerre d'argent, contrairement à avant, il y avait un seul bâtiment. Maintenant, il y a toujours des séries avec un peu des Césars, et puis il y a on pourrait dire la super équerre, on pourrait le dire comme ça. Et alors, personne d'entre nous l'avons encore vu. Donc, notre règle, c'est tant qu'on n'a pas vu, on n'en parle pas. Mais on peut peut-être parler de ce que veut dire ce bâtiment, cette typologie de bâtiment dans un tissu ancien. C'est une imbrication, vraiment dans un tissu extrêmement serré et autres. Vous savez quels étaient les autres concurrents possibles. Qu'est-ce que veut dire ce prix? Et on peut répondre aussi en même temps avec DA, là, c'est un bâtiment que nous avons vu et même commenté autour de cette table, qui est la transformation d'un immeuble de bureau en logement au pied de la Tour Albert, là, sur le site de réparation du métro. Richard. Oui, moi je trouve qu'il y a finalement une très grande logique dans les prix qui sont décernés par DA depuis la création, puisque le premier c'était Éric Lapierre pour le bâtiment qu'il a fait donc près du boulevard Jordan. Après, ça a été Simon Tessou, voilà, pour son engagement dans la campagne, dans le Cantal, dans le Massif central. Et puis ensuite, dans le Nord, donc Hélène Hart et Mathieu Berthelot pour le bâtiment cinéma là, que nous avons commenté. Et puis là maintenant, donc une autre agence, donc Data, des jeunes architectes qui ont fait leurs armes chez Christian Ovette et qui développent donc une architecture à la fois qui font des réhabilitations et des bâtiments ex nihilo. Et là, c'est vrai qu'on l'a commenté, c'est vrai que c'était vraiment une manière comme ça de prendre un bâtiment ancien, de retravailler à partir de sa structure et d'en faire quelque chose de tout à fait nouveau. On a l'impression que c'est un bâtiment contemporain, un bâtiment moderne, qui ressemble un petit peu donc, au bâtiment qu'on peut voir de Richard Neutra.
Et donc il y a tout ce travail-là, donc, disons de commentaires sur une structure existante, et qui a donné lieu aussi donc, à des typologies d'appartements extrêmement intéressantes, avec des pièces intermédiaires entre les chambres et puis donc l'extérieur, les voies ferrées. Mais sinon, si on regarde aussi les prix d'AMC, on voit que maintenant, ils se rapprochent énormément des prix DA. C'est presque le même type d'architecture qui est chaque fois fêté cette année, puisque là, cette année, c'est le bâtiment de Yves Risser et de mon ami, dont j'oublie toujours le nom, là, mais enfin, Baudouin, voilà. Mais de toute façon, ce prix-là, il était parmi les finalistes de DA. L'année dernière, c'était PNG, Julien, Boideau, enfin, je m'excuse si j'oublie des équipes. Et ils étaient aussi donc, finalistes dans les jurys DA. Et c'est vrai que, voilà, j'en ai parlé récemment avec François Chalin, mais c'est vrai qu'on a l'impression que là, le regard critique, eh bien, il se ferme un petit peu, il se cadre, il est très cadré vers un certain type de bâtiment. Et finalement, il y a d'autres bâtiments qui échappent un tout petit peu, disons, à une certaine rigueur, voilà, qui est définie par la critique architecturale. Et ces bâtiments, ils sont un petit peu laissés pour compte, quoi. Je ne vais pas les citer, je pense que ce n'est pas le cadre du débat, mais enfin, j'en vois beaucoup, énormément, finalement, qui ne sont pas représentés parce qu'ils sont borderline et ils ne sont pas dans la tendance. Voilà. Donc tu veux dire que c'est monotendance, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça, oui, effectivement, il y a un discours unique. C'est le discours unique. Enfin, c'est le discours, la parole unique, c'est comment on appelle ça, la pensée unique, voilà. C'est la pensée unique, voilà. C'est la pensée unique, et puis en même temps, quelque part, bon, j'ai beaucoup de respect pour lui, je ne veux absolument pas le critiquer, hein, mais on sent qu'il y a un certain retour de l'orthodoxie, il y a un certain retour de Jacques Lucan. On se rappelle donc disons, ses attaques dans les années 90 contre des architectes expressionnistes comme Borel, comme Bourdeau. Et là maintenant, il revient, c'est la pensée dominante. Bon, j'ai absolument pas rien contre lui. Je pense que c'est un très bon théoricien, un très bon enseignant. Et en plus, il est quand même formateur, mais d'énormément de gens. Voilà, effectivement, Lapierre, Bruther, pareil pour Quimpetil, les Allemands là, qui ont suivi, qui sont venus en France suivre ses cours. Mais voilà, cependant, hein, donc on sent quand même malgré tout un cadrage. Hein, donc, et on voit, et chaque année, donc maintenant, les deux principales revues, d'ailleurs les deux principales revues, enfin, j'ai rien à dire, mais c'est vrai que les critiques de DA, ils viennent pratiquement tous d'AMC, quelque part. Même moi, je crois, avant d'écrire dans DA, j'ai écrit dans AMC. Donc, et donc, il y a une pensée critique, voilà, une pensée unique, hein, qui cadre certains projets et qui oublie complètement les autres. Sophie? Oui, enfin, à la fois pensée unique, effectivement, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui s'en dégage. Bon, déjà, la première chose, c'est que il n'y a pas eu de... On est un peu sorti, là, pour une fois, de la frugalité. Donc, quelque part, voilà, c'est quand même une bouffée d'air frais. Mais moi, je trouve que là, il y a quand même quelque chose qui se tisse, même dans les croisements qu'on peut repérer entre les différents nominés. Donc, on retrouve les mêmes projets, on retrouve les mêmes noms. Et moi, je trouve qu'il y a une espèce de filiation qui est en train de se tisser autour de tout le travail qui a été fait par Éric Lapierre à Lisbonne. Donc, j'ai pas eu le temps de le faire. Ça aurait été intéressant de voir là dans les projets qui étaient nominés, ceux qui avaient été présentés à la Triennale de Lisbonne. Donc, je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, là, il y a quand même des équipes qui relèvent de cette philosophie de ce concept de l'économie de moyens, et qu'on va retrouver dans les conférences, qu'on va retrouver dans les séminaires. Donc là, Yves Risser développe un séminaire qui s'appelle Cora, qui a l'air tout à fait intéressant. Et donc, on retrouve
deux équipes nominées. Enfin, voilà, donc c'est quand même une espèce de groupe qui est en train de se fédérer. Et il y a presque aussi un peu une école qui est en train d'émerger. C'est tous ces architectes qui ont été formés, qui ont suivi l'enseignement, enfin qui ont été formés à l'école d'architecture de Marseille, les architectes du Sud, et donc qui sont la génération qui arrive après les Cab, les Barani, Comte Vollevender. Donc il me semble d'ailleurs que Yves Risser, soit il a suivi l'enseignement de Barani, ou il a peut-être travaillé à un moment donné chez Barani. C'est la même famille. Voilà, exactement. Enfin, en tout cas, je trouve que ce bâtiment-là, on est quand même dans quelque chose d'assez étonnant qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. On est dans une vraie belle commande publique. Et là, il y a vraiment il y a une vraie maîtrise architecturale dans ce projet-là. On revient un peu presque à des fondamentaux. Mais fondamentalement, les deux prix, si on regarde bien, il y en a un qui pose la question de la transformation. Ça, c'est DA, qui, avec le projet de data qu'on a déjà discuté ici. Et puis l'autre, qui est la question de l'insertion dans un patrimoine existant, avec justement le contemporain au contact du patrimoine. C'est des questions quand même assez fondamentales dans les deux. Donc on ne peut pas dire que ce soit tout à fait la même chose quand même. Mais peut-être que l'écriture, oui, mais quoique, ça se discute. Philippe. D'abord, moi j'ai l'impression que des questions, on peut en trouver sur n'importe quel bâtiment. Tu peux toujours trouver que ça pose telle question, telle autre question, c'est probable. Mais moi je suis assez intéressé par ce que dit Richard, parce que c'est vrai que je trouve que c'est incontestable que Jacques Lucan est en train de revenir comme un personnage très important. Il a toujours été, comme tu l'as dit, un formateur, c'est incontestable, mais il était moins présent, je dirais, médiatiquement, comme ça, comme une espèce de leader d'opinion. Et là, alors, il n'y a pas que du mauvais, parce qu'il a évidemment, c'est tous les architectes dont on peut citer, c'est des architectes qui travaillent sur l'assemblage, la construction, les principes. Donc c'est des gens qui s'inscrivent dans la grande histoire de l'architecture. C'est intéressant, disons, mais c'est vrai en même temps que cette hégémonie d'une tendance, disons, moi ça me rappelle des souvenirs, parce que moi je me suis longtemps affronté au néo-moderne, et Francis en sait quelque chose, quand j'avais la chronique dans DA, quand il le dirigeait, et ça a chauffé vraiment beaucoup. Et bon, je ne peux pas penser quand même qu'il y ait un retour de cette école, mais ce qui est certain, quand même, c'est que c'est indiscutable. La question se pose plus sur DA, sur le fond, parce que l'équerre d'argent, à mon sens, elle a toujours été quand même dans cette mouvance. D'ailleurs, moi, ça faisait plusieurs années que je m'y intéressais peu, d'abord parce qu'il y a l'histoire que pour candidater, il faut payer. Donc, il y a un premier échelon assez étrange où les gens qui sont... Voilà, il y a cette première question. En plus, c'est marrant parce que ça fonctionne comme la SNCF, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il y a un ticket d'entrée. C'est-à-dire que plus on s'inscrit tôt, moins c'est cher. Et puis quand vous vous inscrivez à la fin, oui, ça va de 300 à 500 euros, les prix montent. Bon, et pourquoi pas, à la limite, peut-être que la presse est faible, il faut de l'argent, j'en sais rien. Mais parlant de l'équerre d'argent de cette année, j'avais justement le sentiment que malgré tout, même s'il me semble, je ne l'ai pas visité, mais même s'il me semble que l'intérieur est très très dans la lignée justement des néo-modernes, ça m'a paru très ça. Il me semblait que la façade justement avait une espèce de côté très presque postmoderne un peu, et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange, et comme si justement Jacques Lucan prenait un peu la route, il s'émancipait un peu, disons, de la rue, mais je ne sais pas quel a été son poids. D'ailleurs, dans l'équipe qui est lauréate, c'est aussi une fusion assez intéressante, parce qu'entre Baudouin, qui est vraiment marqué par cette école quand même néo-moderne, nancéenne, etc., et ses associés plus jeunes, c'est pas exactement les mêmes architectes. Donc là, il y a une espèce de fusion, peut-être aussi, d'un type d'architecture qui est peut-être en train de naître. C'est intéressant aussi.
Une évolution en tout cas. Hein. Peut-être, oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, on peut regarder très différemment les néo-modernes, tu vois. Parce que je pense que les projets de Kagan, par exemple, tu vois, la lumière des projets de data, des projets de PNG, on peut les re-regarder, voilà. Et je trouve que c'est, et malgré tout, tu as raison, c'est le bâtiment de Baudouin, il est extrêmement intéressant, parce que d'abord, bon, ce qui fait le lien, c'est ce travail sur la structure, hein, mais aussi, donc, je ne l'ai pas visité malheureusement, mais on ira le voir sûrement. Hein, tu vois, il y a quand même, malgré tout, dans ce bâtiment, un truc super intéressant, c'est que c'est encore il y a une sorte de plongée en apnée dans l'histoire de l'architecture, hein, parce qu'il y a José Luis Sert qui est convoqué, il y a Louis Kahn, il y a Paloma de Rocha. Donc voilà, ça c'est un truc qui est très ouvert quand même, malgré tout. Voilà. C'est pas rien, les trois qui viennent de citer. Une petite remarque pour rebondir sur ce que disait Philippe, mais très brève. La place de Jacques Lucan, oui, mais alors, il suffit d'aller dans les grandes librairies, dans les librairies d'architecture, qui écrit des bons livres, voilà, qui théorise aujourd'hui. À part Jacques Lucan, il n'y a rien. Ouais. Donc, non, alors, j'écoute ce que vous dites, mais c'est vrai que moi, j'arrive pas du tout à voir les choses comme ça. Bon, déjà, j'ai vu des photos du projet, mais enfin, je suis d'accord avec Francis que c'est quand même des problématiques extrêmement différentes et des réponses différentes, puisqu'on a quand même un projet, c'est une transformation, et l'autre, c'est une insertion dans un tissu urbain hyper dense. Et alors, oui, il y a peut-être un langage commun, etc. Mais ça, c'est vraiment les problématiques d'aujourd'hui qui sont liées quand même à la raréfaction des ressources, à la crise climatique, à la question de la revitalisation des centres-bourgs, à comment on construit dans des environnements hyper denses urbains. On ne va pas faire de l'architecture postmoderne ou hyper spectaculaire. Enfin, je ne sais pas, il me semble que l'époque exige, enfin, que malheureusement, il y a disons qu'il y a une conscience écologique, il y a une contrainte économique, il y a des contraintes urbaines, enfin, et je pense qu'il y a une conscience aussi de la responsabilité de l'architecture, qui est une conscience nouvelle, qui est peut-être pas marrante, mais c'est un ensemble de contraintes qui, finalement, j'ai l'impression, pousse vers cette esthétique. Et moi, je vois pas. Tu disais que toi, tu as plein d'autres exemples finalement de bâtiments en France qui auraient été légitimes à avoir le prix. Je vois pas très bien lesquels, à vrai dire. Ce dont on a parlé ici, par exemple, le bâtiment de Quinton, le bâtiment de, comment ça s'appelle, Chipperfield, tu vois, le bâtiment de piano, tu vois, il y en a beaucoup d'autres qui auraient pu être pris. Le NS, dont on a parlé ici. Il était dans les 30, tu vois. Voilà. Ah bah d'accord, mais alors franchement... Bon, il me semble pas que tu le défendais. On va pas refaire le jury ici. Hein, pardon. Juste un mot quand même, parce que moi je crois pas du tout, moi je n'adhère pas du tout à ce que tu dis, Isabelle, parce que je crois pas du tout que de la contrainte climatique, écologique, etc., doivent naître une forme nécessaire. Non, mais pour moi, c'est pas le même bâtiment, c'est pas une uniformité, mais il y a un dépouillement, c'est sûr, il y a néo-moderne. C'est pas nouveau, les bâtiments néo-modernes, ils ont toujours été dépouillés. Et d'ailleurs, je vois pas du tout pourquoi un bâtiment qui serait de façon péjorative présenté toujours comme show-off ou je sais pas quoi, coûterait plus cher. Ça n'a rien à voir. On peut faire du clinquant dans ce contexte, tu peux pas faire tu pourrais faire, des voiles rouges. Bon, ouais. Mais pourquoi ça n'est pas une question de couleur, enfin, Non, mais... Bien. On va pas refaire le jury. Hein. Alors, je vous propose de partir à Nantes. Je crois que ça va vous mettre plus d'accord peut-être. Donc voilà, on est dans l'île de Nantes. On la connaît tous. Avec Saclay, je crois que c'est l'endroit qu'on réinvite à chaque fois, mais parce qu'on a la chance de voir toujours des bâtiments intéressants. Et là, le thème l'est d'autant plus qu'il s'agit d'installer une école de design, en fait, à l'arrière des grandes halles où les Royal de luxe, vous savez, avec leurs grands éléphants et autres, sont installés. Derrière ces grandes machines, eh bien, il y a des Fab Labs, il y a des Food Labs, il y a des tas de trucs, justement, dans cette culture extrêmement transversale, le design à tous les étages et dans toutes les disciplines. Et donc, il y a l'école d'architecture, il y a l'école des beaux-arts et l'école de design. Tout ça constitue un pôle culturel tout à fait intéressant. Et là, Marc Mimram avec Gaël Pénaud et ses associés
ont gagné ce concours au terme de ce qu'on appelle un dialogue compétitif. Donc là, avec dialogue compétitif, c'est-à-dire on discute avec des grosses entreprises. Là, on parle avec Vinci, c'est sérieux, hein, c'est pas un truc comme ça. L'enjeu du concours était de regrouper 6 sites éclatés dans Nantes sur un lieu, voilà, que nous avons pu voir. Alors, c'est pour tailler pour 1700 étudiants, voilà, c'est-à-dire, on pourrait dire une très grande école d'architecture, là, au sens taille. Et puis, le principe du bâtiment, très simple, trois niveaux, décollé du sol, je vais vous laisser le commenter, bien sûr. Et surtout, en fait, c'est le point fort, construit autour d'une agora, en tout cas, ça dessine une agora, et une agora dont on a pu juger qu'elle était hyper vivante. Isabelle. En effet, l'agora, comme tu le dis Francis, c'est le point fort du bâtiment. Donc c'est cet espace qu'en plus ils ont Mimram et ses équipes ils sont associés à oui. Pardon. Gaël Pénaud. Gaël Pénaud. Voilà, qu'ils ont réussi, disons, à arracher ou à imposer. En plus, c'est une sorte d'espace en plus, c'est-à-dire qu'il y avait des espaces communs qui étaient programmés, mais pas de cette ni de cette surface, ni intégralement couvert comme c'est le cas ici. Donc on a cet énorme espace public couvert par un toit en ETFE, donc extrêmement lumineux, très bien, hyper convivial, avec des marches, bon, comme on voit souvent dans les établissements d'éducation supérieure et autres, ces espèces de marches qui servent à la fois de bancs, voilà, qui sont très conviviales, du mobilier qui est transformable, donc ça peut être des tables pour manger, ou des tables pour travailler, ou des tables peut-être de ping-pong. Enfin bon, il y a cette idée d'espace complètement appropriable, collectif, lumineux, qui est l'âme et la personnalité du bâtiment, très agréable, très réussi, très bonne acoustique, sauf quand il pleut, parce que on a quand même entendu la pluie, là ça devient quand même assez dur, le son de la pluie battante sur le TFE. Voilà, après, et donc en plus, on est au cœur donc, de l'école, c'est-à-dire que les salles s'ouvrent comme ça, avec des coursives, des escaliers qui descendent. Donc c'est vraiment le cœur battant de l'école de design. Après, il y a ce principe du bâtiment qui se donne à voir et prolongé à différents endroits. Dans certains couloirs, comme ça, on va avoir une ouverture sur le parking par en dessous. Enfin, il y a le bâtiment qui se donne à lire, qui se donne à voir, qui se donne à l'appropriation. Et ça, c'est ce que je mettrais voilà, tout à fait à son crédit, qui le rend agréable et qui participe de sa personnalité. Après, moi, je suis pas pleinement enthousiaste parce que je trouve que, hormis ces dimensions là, ces dimensions qui sont voilà, qui forment finalement la structure de l'ouvrage. Quand on rentre dans le détail, je trouve que c'est un petit peu frustrant, en particulier le fait que toutes les salles de classe justement qui donnent sur cette agora sont en second jour. C'est-à-dire qu'elles ont, donc il n'y a pas de lumière directe qui rentre dedans. Il y a quelque chose dans les espaces de travail. Enfin, on a l'impression en fait d'un programme qui est peut-être trop ambitieux par rapport à la dimension de la parcelle peut-être, à la dimension du budget. Enfin, qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait résolu, qui est un peu triste, les circulations, les couloirs. Les salles de classe. Enfin, bon, moi, j'ai pas été éblouie. C'est vrai que l'Agora donne quelque chose de super. C'est chouette, mais je trouve qu'après, enfin bon, moi, il me semble que Mimram, qui est un architecte que j'aime beaucoup, mais pour moi, c'est un poète, c'est un peu un poète des structures, mais je suis pas sûre que ce soit un orfèvre de l'organisation minutieuse de comment on accommode
un programme peut-être un peu surdimensionné. Il y a aussi quelque chose, c'est peut-être aussi la maîtrise d'ouvrage qui est en cause, hein, parce qu'il y a juste à côté, en fait, il y a un autre bâtiment qui est un bâtiment de bureau. Qui fait partie de l'opération. Hein. Qui fait complètement partie de l'opération, qui a vocation probablement à réintégrer l'école si elle peut l'acheter. Donc en fait, ces bureaux, ils sont là, mais pour pouvoir financer l'opération. C'est quand même aussi la traduction d'une logique dans laquelle l'éducation supérieure est aujourd'hui, qui est une logique de croissance, de concurrence, un peu financière, un peu de rentabilité, et je trouve que ça se sent un peu dans le bâtiment. Ouais. Philippe. Ouais, moi, je dirais que si je devais faire des études de design, ça ne me déplairait pas de les faire là-bas. Parce que je trouve qu'il y a une adéquation entre le projet et l'objet. C'est-à-dire que, d'abord, il y a 1700 étudiants, c'est énorme. Et il y a un autre truc, c'est que c'est une école qui ouvre... quand on pense design, on pense objet, mais c'est plein d'autres choses. Bon, c'est la cuisine, il y a plein d'autres dimensions. Or, ce qui est intéressant dans le design, je le vois parce que j'ai beaucoup fréquenté Saint-Étienne, c'est que de plus ça va, plus le design, c'est du design social. C'est-à-dire c'est les rapports humains, les hiérarchies dans l'entreprise, c'est tout ça qui est en cause et qui est en jeu dans le design. Et je trouve que cette agora dont tu parles, Isabelle, elle fonctionne très bien parce que précisément, c'est pas seulement un endroit où les étudiants se retrouvent, c'est que c'est un endroit où les étudiants travaillent, quoi. Et c'était très étonnant. Et je pense qu'il y a une autre chose qui est remarquable dans ce projet, c'est l'histoire des coursives. Parce que apparemment, ce n'était pas nécessaire de faire ces escaliers qui descendent le long des façades à l'intérieur. On aurait pu et évidemment, ils les ont fait, les architectes, et tous les étudiants passent par là. Donc en plus, il y a une espèce de mise en scène générale de l'agitation. Je trouve que c'est très très réussi. Après, c'est vrai, je suis d'accord, c'est pas non plus une architecture bouleversante, mais c'est comme un outil que je trouve génialement conçu parce que visiblement, les gens avaient l'air très, très contents d'être là, quoi. Et je trouve que ça se sent. Quand on visite un espace universitaire, je trouve qu'on sent si les gens ont vraiment envie d'y être et d'y rester. Et là, il me semble que c'est le cas, vraiment. En plus, il y a un truc qui est marrant avec Mimram, c'est que c'est vrai, quand tu dis poète des structures, mais il a un côté un peu dilettante, toujours quand il présente ses projets. On a toujours l'impression qu'il ne fait que passer, quoi. Et c'est pas du tout le genre qui vous tire la jambe pendant des plombes, quoi. Pas du tout. Et c'est marrant parce qu'il y a une espèce de légèreté et de liberté dans ce projet, qui est pourtant, en fait, c'est un U. Hein. C'est un U fermé par un grand mur de verre. Et puis voilà, c'est pas tellement plus que ça. Après, il y a le coup de ces poteaux en talons aiguilles. Il y a une espèce de coup de structure qui est assez beau. Bon. Mais c'est pas non plus bouleversant. Mais quand même, je trouve que la joie des gens dedans, elle est vraiment perceptible, quoi. Oui, c'est un peu une boîte à outils quand même. On sent que tous les espaces fonctionnent. Parce que tu as parlé de classe, c'est plus des ateliers en fait. Hein, mais non, au sens, on voit qu'à chaque fois, ça travaille dedans. C'est pas tellement autour, le cours magistral. Il y a des salles de cours. Ça peut. Mais c'est vrai que c'est pas traversant. La lumière ne passe pas. Je pense que les ateliers sont mieux traités que les salles de cours. Oui, enfin moi je suis allé, hein, je me suis promené, comme tu l'as. Enfin, tu as parlé du quartier, mais je pense qu'il faut en reparler. Parce qu'il pleuvait. Non, il pleuvait sur Nantes. Oui, justement, il pleuvait pas, mais justement. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, tous ces bâtiments, l'école de l'Acaton-Vassal, elles enferment en elles des espaces publics. Le projet de l'Acaton-Vassal, c'est vrai, c'est à la place de faire un parvis, c'est de faire un bâtiment et le parvis le mettre au-dessus. À côté, il y a l'école de Franklin-Azy, l'école des Beaux-Arts. Bon, c'est vrai qu'il occupe une gigantesque halle existante et là, il fait une gigantesque avenue. Hein, donc, c'est vrai que c'est magnifique, quoi, c'est sidérant. Et je trouve que c'est très très fort chez Mimram, hein, c'est d'avoir fait une grande place donc, au cœur de ce bâtiment. Et c'est vrai que cette grande place, en fait, c'est vrai qu'elle répond à une contrainte, hein, puisqu'il y avait la contrainte du parking. Il y a 3 niveaux de parking, je crois, enterrés, alors que sur toute l'île, c'est en général des parkings silos, parce qu'effectivement, il y a des problèmes de sol, d'infiltration, de sol humide, on est à côté de la Loire. Et pour accéder à ces parkings, donc, il y a 2 entrées diamétralement opposés, donc c'est des couloirs pour les voitures qui descendent. Et donc effectivement le centre de l'îlot, il est obéré par ces rampes. Et d'où est venue donc l'idée de la piazza surélevée, puisque la piazza donc elle est au-dessus de ces rampes, et ensuite elle descend
un amphithéâtre sur l'entrée. Voilà. Donc le bâtiment se soulève aussi, voilà, à cause de ces rampes. Et donc tous les ateliers sont mis à la périphérie. Et puis comme vous l'avez signalé, donc, notamment toi, Philippe, c'est vrai que le truc génial, vraiment, ce sont ces circulations. C'est presque des balcons, voilà, et ça rappelle les balcons des Piazza de Toro espagnoles, là, tu vois, où les gens assistent à la fête. Et on imagine très bien que si un jour il y a une conférence, je ne sais pas quoi, d'un Pritzker Prize, eh bien, enfin, ou d'un grand couturier ou d'un grand designer, on aura tous les étudiants donc, qui seront enverront des confettis ou je ne sais pas quoi, donc des balcons. Voilà. Et ça, c'est très bien fait parce que, voilà, c'est très bien fait parce que justement, ce que je trouve fort aussi, c'est que ces circulations, voilà, elles sont vraiment supplémentaires, quoi. C'est vrai, parce qu'il y a un couloir qui dessert les salles. Hein, donc quelque part, voilà, c'est des circulations qui ne servent pas à nourrir les salles, mais qui sont nourries par les salles. Voilà, il y a une sorte de renversement de la relation de sujettition de la circulation à l'espace servi. Je trouve ça vraiment très très fort. Après, c'est vrai que bon, j'ai moins adhéré à la façade, au colloque, mais enfin pourquoi pas. Elle est pas laide, quoi. Elle est pas gênante. Hein, et je pense que même si elle n'est pas très très réussie, voilà la réussite de la grande piazza intérieure, donc eh bien, elle permet de tout pardonner. Sophie, elle va y aller donc. Alors dans ces cas-là, on file vite à Dijon. Alors à Dijon, on va les prévenir. Là, on n'est pas du tout dans une nouvelle centralité, quoique ça va se discuter. On est dans le périurbain, dans la suburbia, comme on dit. Voilà. Et là où les Dijonnais connaissent par cœur la Tête d'Or, là, c'est une zone commerciale, évidemment, qui draine tout le monde. Et puis, il y a évidemment tous ces espaces avec un bâtiment, le nouveau siège social de la Caisse d'épargne, Bourgogne-Franche-Comté, plus un parking silo. Et là commence l'histoire, une histoire sur le bois, écrite par Graham Architecte, dont nous allons parler. Alors, il s'agissait de relocaliser l'ancien siège qu'on découvre d'ailleurs, un siège des années 60, on retrouve le long du parcours du tramway. Donc un immeuble de bureau, parking, tout est tramé, 2,70 m par 5,40 m. C'est vraiment un projet architectonique, hein, où on pourrait dire que la statique le dispute à la dynamique, parce que, comme le dit l'architecte, il a associé l'idée du noyau habité à des éléments graphiques, et en effet, il y a quelque chose d'extrêmement graphique. Donc, une opération évidemment très maîtrisée financièrement, à 2300 m² pour le bâtiment, 540 pour le parking. Et c'est un parking réversible, c'est-à-dire qu'on peut tout imaginer dedans. Et ça, c'est une thématique contemporaine, là aussi, la réversibilité. Construire le plus banal et le plus simple possible, c'était son idée. A-t-il réussi ? Alors, moi, j'étais très sensible plus à la partie parking. Parce que là, on a une espèce d'Hercule. C'est vrai qu'un parking en bois, a priori, c'est pas évident. Oui. Enfin, de toute façon, c'est quand même un bâtiment qui étale un palmarès de chiffres. C'est le plus gros bâtiment, le bâtiment le plus important totalement en bois en France, et premier parking en bois. Totalement en bois en France, et donc avec les arcs-boutants en bois, les jambes de force, là on a une espèce d'Hercule de bois qui est vraiment intéressant. Non, après ce qui est vraiment marquant, c'est tout le discours porté par l'architecte sur la filière bois. Et donc de toute façon le bâtiment il est comme un prototype, il doit être discours critique, disons-le. Hein. Discours critique, oui, il doit être envisagé sous l'angle. Il n'y a pas de filière bois en France. Non, mais c'est bien ce qu'il dit. Et donc, lui, son discours, le bâtiment, il doit vraiment être envisagé sous l'angle de la mise en valeur des ressources et des savoir-faire régionaux. Et donc, il explique que, enfin voilà, lui, tout son travail, c'est d'essayer d'organiser la filière bois. Et surtout, il va même jusqu'à dire que la Franche-Comté, elle pourrait même avoir pour vocation d'être. Il fait la comparaison avec le Vorarlberg autrichien, qui s'est extrêmement distingué dans la construction bois.
Et donc, comment dire, lui, il a valorisé devant la maîtrise d'ouvrage le fait qu'il y avait vraiment une tradition de la construction bois en Franche-Comté. Et l'agence, par contre, elle défend la bonne ressource au bon endroit, le bon matériau. Donc, c'est pas forcément du bois à tout prix, bien que quand on se penche un petit peu sur leurs œuvres précédentes, c'est quand même beaucoup de bois, beaucoup de projets à Montreuil. Et voilà, donc le discours critique, il est vraiment intéressant. Moi, je suis quand même un petit peu plus sceptique dans la traduction formelle du bâtiment de bureau, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a quand même un graphisme de la façade, il y a cet exosquelette qui apparaît, on voit toute la modénature, c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais sinon, on reste évidemment dans du bureau et dans quelque chose de très tramé et de répétitif. Voilà, c'est aussi des typologies de bureaux qu'on voit se répéter à l'identique un peu partout. Donc ça, c'est un petit peu le bémol. Voilà, bien que après ce qui est intéressant, c'est que justement l'utilisation du bois, elle permet d'avoir des épaisseurs de bâtiments assez fines. Donc dans les étages supérieurs, on est dans des épaisseurs de 13,50. Donc ce qui fait qu'on a de l'éclairage en premier jour pour tous les bureaux. Donc c'est vrai qu'on a une grande qualité spatiale pour chaque poste de travail. Et puis ensuite, le discours critique aussi dans l'utilisation du bois, tel que le développait l'architecte Mathias Romos, c'est qu'est-ce que ça induit de construire en bois au niveau de la conception architecturale, c'est-à-dire que tout est vraiment très pensé en amont, puisque ensuite c'est fabriqué en atelier et c'est assemblé pièce par pièce sur place. Donc voilà, ça laisse. Il y a une grande fluidité, il y a une grande rapidité de chantier, et ça laisse pas du tout place à l'improvisation. Il expliquait très bien sur le site. On va pas venir percer après coup, percer une poutre pour faire passer un réseau. Donc c'est une façon de penser le projet qui est complètement différente à cause du matériau. Alors le mécano de bois, alors, c'est ça en fait. Deux, trois choses. D'abord, je voudrais juste rajouter un truc à propos de Mimram qu'on n'a pas dit, qui est très important, je trouve, c'est qu'il y a une acoustique extraordinaire. Et c'est très important, parce qu'il y a une telle foule que c'est quand même tout à fait agréable. Voilà, je pense que c'est très important. Moi, quand je suis allé à Dijon, j'y suis allé un peu avant vous, j'espérais trouver de la moutarde. C'était le moment où il n'y en avait pas en France, il n'y en avait pas à Dijon. Donc c'était déjà très pénible comme début de journée. Et alors, moi, le bâtiment, je le trouve extrêmement... je trouve qu'il est séduisant avec son enveloppe de verre comme ça. Mais au-delà de ce bâtiment, je trouve qu'il y a un vrai problème que tu as commencé à soulever, Sophie. Mais on dit qu'il n'y a pas de filière bois. Je me demande s'il ne faudrait pas s'en féliciter. Parce que précisément, il est en train de se passer une chose. On ne peut pas dire ça. Ben si, je le dis. Ben pourquoi si? Parce que justement, on est en train de voir une chose, c'est que, à la différence du béton qui est si décrié, le bois, ça ne permet pas de faire autant de choses que le béton. Et le problème, c'est que quand on a parlé ici de l'Office national des forêts, où il y avait justement, l'architecte avait réussi, Vincent Lavergne, avait fait un porte-à-faux, c'était vraiment un exploit. Parce qu'on voit très bien que dans l'architecture telle qu'elle est conçue actuellement, avec la filière bois telle qu'elle est, on a des bâtiments qui sont tous clonés les uns des autres. Et on n'est pas loin
avec moins d'argent, moins de talent peut-être que du bâtiment qu'on avait vu quand on est allé à Munich ensemble, mais le grand bâtiment sportif. Là. Mais on est quand même dans les mêmes logiques, c'est-à-dire qu'on a une trame qui s'impose. Et d'ailleurs, l'architecte est absolument passionnant. Il est vrai que quand il parle de ça, il est vraiment passionnant. Mais il explique lui-même très bien que pour des raisons de filière, on ne peut pas avoir tel type d'épaisseur de bois, c'est trop cher, donc on a toujours les mêmes, qu'il y a une très grosse obligation d'avoir du bois en très grosse quantité, etc. Donc c'est vraiment très impressionnant parce que on en voit plein. Alors ils sont sans doute, on voit plein de bâtiments du même ordre. Ils sont moins beaux que celui-là. Celui-là, il a quelque chose, mais je poursuis sur cette histoire du bas. J'ai parlé récemment avec Youssef Tomé qui m'a raconté des histoires formidables. Youssef Tomé, à Bordeaux, il racontait d'abord que les pompiers lui ont demandé d'arracher les arbres qu'il avait mis devant un de ses bâtiments. Il a demandé pourquoi. Et les pompiers lui ont dit c'est parce que maintenant, on a une échelle, la grande échelle, elle a un bras perpendiculaire. Donc il nous faut au moins 8 mètres. Alors, Youssef était quand même scié. Il est allé voir les pompiers en leur disant peut-être qu'il faudrait changer le camion. Et là, ça s'est très très mal passé. Donc Youssef a dit vous êtes en train de me dire que vous allez déterminer l'urbanisme en France. Mais le problème, c'est que ce que je dis à propos des pompiers et du bras, c'est vrai pour plein de il faut envelopper le bois, il faut le traiter. C'est beaucoup plus compliqué que ça n'apparaît dans les discours écolo BA. Mais c'est pas du tout. Donc voilà, moi, ce bâtiment, encore une fois, je trouve il a plein de qualités, même esthétiques, mais au fond, il relève d'une trame qui est imposée par le matériau tel qu'il est actuellement utilisable. Je peux répondre à ça, non? Est-ce que ce n'est pas un manifeste de l'utilisation du bois quelque part en disant voilà ce qu'on pourrait en faire avec deux non, mais chaque utilisations. matériau, tu vois, il y a une esthétique des matériaux, donc chaque matériau développe ses propres modes constructifs. C'est vrai que le béton permet de tout faire, l'acier et le béton permettent de tout faire. Et le gros problème, justement, c'est que le fait que le béton permet de tout faire, je pense que ça a tué des générations d'architectes qui ont fait leurs études parce qu'ils pensaient qu'on pouvait tout faire. Et maintenant, c'est vrai que non, on va plus pouvoir tout faire. Hein, et quand tu travailles avec la pierre, c'est vrai, je me rappelle, on a parlé de Gilles Perrodon il n'y a pas très longtemps, effectivement, tu ne peux pas faire de porte-à-faux, mais il n'empêche que tu peux faire des bâtiments hyper intéressants, notamment le bâtiment dont on avait parlé, je crois, ici, à Lyon-Caluire, par exemple, en pierre. Voilà. Et Mathias Rombos, c'est vrai que c'est la même chose. Que, voilà, il a ce matériau, c'est son matériau, hein, parce que c'est presque biographique chez lui. Voilà, ce mec-là, bon, je ne vais pas trop faire son histoire parce que je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais voilà, il était électricien, après il est rentré à Belleville, il a eu son diplôme, il s'est associé, hein, il a formé GRAM, GRAM ça veut dire Groupe Architectes Artistes de Montreuil, hein, mais en fait, ce groupe-là, il s'est dispersé, il a recomposé, mais quand même, c'est lui maintenant. C'est à la fois un collectif et c'est un architecte. Voilà. Donc, il vient d'un CAP, il vient d'un travail sur le chantier, voilà, tu vois. Et donc, je pense que justement, le bois, ça lui permet de développer donc, une architecture qui est extrêmement proche d'un fer. Voilà, hein. Et c'est vrai que moi, Mathias Rombos, bon, je l'ai surtout découvert, je crois, l'année dernière, quand j'avais parlé d'un concours à Marseille, hein, que Bruter a gagné. C'était un programme hyper intéressant de parking avec des salles de sport, des centres commerciaux, un peu comme le projet de parking de Herzog-de-Meuron, enfin la réalisation de Herzog-de-Meuron à Miami. Et effectivement, il avait fait un truc, mais complètement délirant en bois. Et c'était beaucoup plus expressionniste que le bâtiment de Bruter qui a gagné, si tu veux, qui était en béton, hein, parce qu'il avait effectivement ce gigantesque croix ces croix de Saint-André, il avait ces gigantesques disons, poteaux en V. Et je crois qu'au début, tu vois, Mathias Rombos, il était dans les pages, disons, chantier du Moniteur, tu vois, parce qu'il a fait des bâtiments à Montreuil, donc c'est vrai qu'il a vraiment réfléchi sur le colombage, tu vois, voilà, il est revenu là-dessus. Hein, je construis en bois, il faut faire du logement, je vais faire des bâtiments R+6 en bois. Je crois que c'est un des premiers mecs qui a refait des bâtiments très hauts de R+6 en France, en Europe, tu vois. Et puis seulement, le bâtiment, c'est vrai que tu voyais la structure, et puis après tu mettais un bardage, mais comme c'était du logement social, le bardage, il était
comment on appelle ça, en béton, pas en béton, mais en fibrociment, là, tu vois. Donc, tu vois, quand tu vas dans une agence, tu vois la maquette, putain, tu dis, c'est pas possible ce truc, c'est trop génial, quoi. Et après, ils t'amènent sur le voir, mais c'est plus rien du tout, quoi, parce que tout est recouvert de fibrociment, tu vois. Donc c'est pareil après, il y a d'autres couvertures. Et là, voilà, il a eu le projet qui lui permettait de faire voir sa structure. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, contrairement à ce que tu dis, quoi, tu vois, il est allé au-delà de ce que lui permettait la structure à colombage. C'est-à-dire que dans la structure à colombage, tu as des éléments porteurs qui sont associés donc, aux éléments de contreventement. Et là, il a dissocié, c'est ça qui est fort, voilà. Il a dissocié les éléments porteurs des éléments de contreventement. Le contreventement, il vient en avant. Et les éléments porteurs, voilà, ils disparaissent. On les voit en haut, par exemple, voilà. Ils sont derrière. Voilà. Donc, il a repensé hein, donc, en 3D, en 3 dimensions, hein, la structure à colombage médiéval. Et puis, en plus, là, il n'a pas mis des bardages en fibrociment. Ouais, il a mis du verre. Donc, tu vois le truc. C'est ça qui est complètement sidérant. Voilà. Excusez-moi. Non, mais c'est beaucoup d'expressions, bravo, mais ça ne conteste pas du tout ce que je dis. Par ailleurs, on pourrait parfaitement estimer justement que la manière de mettre le colombage de cette façon-là, c'est du décoratif. Excuse-moi, tu sais pas de quoi tu parles. Mais c'est pas ça dont je parle, moi. Ouais. Je suis d'accord avec toi, je l'ai dit, je trouve que c'est un bâtiment élégant, je trouve qu'il est intéressant, beaucoup plus intéressant que beaucoup d'autres. Il n'empêche que je trouve qu'on assiste en ce moment en Europe, pas seulement en France, à l'émergence de bâtiments du même type. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est ce que je dis. Mais je ne conteste pas ce que tu dis. Non, mais là, des bâtiments comme ça, tu n'en vois pas. Excuse-moi, moi je ne l'ai pas vu. Tu me les feras voir, ces bâtiments-là comme ça, avec des croix de Saint-André qui avancent, des structures qui se désolidarisent, ou même une structure comme celui-là, celle-là, par exemple. Voilà, par exemple, là, je sais pas, ça peut être le premier étage, donc il y a un poteau porteur. Ça, c'est le parking. C'est le parking, oui, c'est le parking, je sais bien, mais il y a un poteau porteur. Donc, à la base, le poteau, il est très gros parce qu'il porte tout le poids du parking. Après, il s'amincit un tout petit peu. Bien sûr. Là, il y a des éléments de contreventement, mais qui participent aussi, bien sûr, de la structure. Les éléments de contreventement, ils sont super importants parce que là-dedans, c'est pas des bureaux, c'est des bagnoles qui font des tonnes. Et ces bagnoles qui font des tonnes, il peut y avoir des cons qui arrivent à 100 à l'heure dedans, qui freinent, n'importe quoi. Et donc, il faut contreventer la structure pour empêcher la dalle en béton de bouger. Et ensuite, si tu veux, tout en haut, la dalle, on le voit là, ici, sur l'image, voilà, elle est plus portée par les poteaux, elle est simplement portée par les contreventements, et tu as un tirant qui permet de l'arrimer à la structure, tu vois. Voilà, donc c'est sidérant de voir ça, tu vois. Voilà, c'est... Je ne suis pas sidéré, excuse-moi. Voilà, bon, mais c'est toi, tu es sidéré, c'est formidable. Mais moi, je ne suis pas sidéré. Non, moi, ça ne me sidère pas. Sophie, tu as tous les droits. Ajouter quand même quelque chose sur la filière, puisque tu faisais référence au bâtiment qu'on avait visité à Munich, le campus universitaire de Hunter Triffaler. Quand on lui posait la question de la filière bois, il répondait avec honnêteté, j'en sais rien, je ne sais pas d'où il vient. Et là, quand même, il y a quand même un travail titanesque de la part de Gram pour développer la filière locale. Et même, c'est intéressant, il vient construire pour la Caisse d'épargne avec des bois qui appartiennent justement aussi à la Caisse d'épargne. Et il y a vraiment aussi une volonté sociale de développer les savoir-faire locaux, développer les forêts de feuillus. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement réfléchi, puisqu'en France, on a plus de feuillus que de résineux. Et en fait, il a quand même il y a tout au long de 6% de résineux. 6% de résineux. Seulement. Ouais. Et le... C'est peu. Comment dire ? J'ai perdu le fil. Oui, tout au long de sa carrière, il s'est quand même heurté à du fort lobbying. Il a travaillé pour la Solidéo dans le cadre du projet de village olympique. Et la Solidéo n'était pas d'accord pour développer une filière bois. Et là, il a monté aussi une structure pour développer justement le bois dans le Morvan. Donc il y a quand même vraiment cet aspect-là qui est très important dans le projet, qu'il faut aussi mettre en avant. C'est vrai que c'est intéressant. Enfin, Brigitte Métra à Besançon, justement dans le cadre de l'AMI pour le logement, donc sur l'expérimentation, veut développer, et justement le projet est de développer localement une filière. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui... Non, il y a des expériences possibles. Après, il faut voir si ça a des échelles critiques suffisantes, parce que c'est ça le sujet. Donc là, en fait, c'est quand même un manifeste, là.
Hein, on peut parler d'un bâtiment manifeste. Le bâtiment de bureau plus le parking, ça constitue un manifeste sur la question. Non, c'est pas exagéré de le dire comme ça. Bien sûr, c'est un manifeste, bien sûr, tu as raison. Alors, allons dans une toute autre, plus à l'est encore et plus au nord, à Meisenthal. Alors, c'est la réhabilitation et l'extension d'un site verrier. Alors, Meisenthal, c'est dans le pays de Bitsch. Bitsch est plus connu peut-être pour une magnifique forteresse de Vauban. Là encore, j'imagine que notre ami Prost pourrait nous faire tout un cours sur Bitsch. Mais là, à côté dans ce pays de Bitsch, dans des vallées profondes, c'est le nord des Vosges, là, et bien, depuis 3 siècles, et bien des artisans travaillaient le verre et le cristal, et ils sont tous là. Hein. On peut dire que toutes les grandes marques sont là, et on a même un certain Gallet que vous connaissez tous, évidemment, qui nous ramène à l'Art Nouveau. Avant d'installer son atelier à Nancy, eh bien, il travaillait avec Meisenthal. Alors Meisenthal, c'est assez drôle parce que c'est le bon moment d'y aller, parce que c'est les boules de Noël. On voit les artisans souffler comme à Murano, là, mais on fait pas uniquement des vases, on fait surtout des boules de Noël, et c'est assez magnifique. Et surtout, et c'est ça tout l'intérêt du projet, c'est la revitalisation d'un village, on pourrait dire, hein, parce qu'il y a très très peu d'habitants. Et là, des anciennes usines, des anciens ateliers qui avaient un peu périclité au fil du temps, donc ont été réactivés, et avec un programme mixte, où il y a culture et artisanat, musique et savoir-faire, et aussi, évidemment, architecture. Et c'est l'architecture qui fait le lien. Donc là, on a là un palimpseste imaginé par Sohill et Fricks, et qui a fait l'objet d'un concours international. Il fallait persuader les gens du coin qu'il fallait s'ouvrir au monde et pas uniquement prendre des architectes locaux. Alors toi qui as étudié le concours... Oui, c'est ça. Donc je peux parler du concours et je ferai attention à ne pas porter de jugement sur le projet de Sohill. En fait, voilà, j'étais allé là-bas, effectivement, donc voir ça, j'étais sidéré quand même. Bah, c'est une forêt, donc sous le village, là, donc il y a une rivière souterraine, il y a du bois, il y a du sable. Et donc, naturellement, voilà, tout ça vient du sol, quelque part. Voilà, les arbres, ils sortent du sol, ils ont leurs racines dans le sol. Hein, la rivière, elle est dans le sol, le sable, il est dans le sol. Et tout ça, effectivement, c'est traité. Hein, et ça donne donc ces magnifiques, effectivement, donc, travaux en verre. Hein, puisque, à l'origine, donc, c'était une verrerie, on faisait je sais pas quoi, des bouteilles. Et puis maintenant, effectivement, il y a plusieurs associations, il y a un musée, il y a des gens qui font du verre artistique et qui cherchent à faire revivre justement donc, cet artisanat local. Et puis il y a une grande salle de concert qui attire les gens de toute la région. Alors les projets, c'est vrai que, bon, il y avait 3 projets. Il y avait le projet de Sohill, voilà, c'était un sol. Bon, vous allez en parler, hein, c'était une sorte de sol comme ça qui réunifie, hein, les bâtiments existants, voilà, parce que les bâtiments sont complètement hétérogènes. Hein, bon, ça c'était leur idée. Voilà, okay. Et l'autre projet, donc, c'était pas de réunifier les bâtiments avec un sol artificiel, parce que le sol est trop génial là-bas, tout vient de là, quoi. C'était de réunifier les bâtiments par leur toiture. Donc, parce que les toitures sont très bizarres. Vous voyez, il y a une toiture qui est un petit peu arrondie, la toiture de la grande halle. Hein, et donc, ils avaient créé, hein, c'est le projet de Ebelink et de Studio Lada, qui ont perdu, hein, et ils avaient créé donc des grandes toitures, et notamment un bâtiment avec une grande toiture qui ressemblait un peu les forges à canon là, de Ledoux, etc. Et c'était assez sidérant. Et puis ensuite, donc, il y avait le projet donc, qui était l'inverse des 2 premiers, hein, de comment il s'appelle, Lynn. Hein, et lui, Lynn, effectivement, il avait fait un truc... un peu à la Canto-Vassal, mais il avait vraiment regardé, il avait fait un truc à l'économie, il avait constaté effectivement qu'il y avait, disons, un hiatus entre les ambitions des organisateurs et puis le budget, et donc il était revenu complètement sur les bâtiments, il a fait tout un travail archéologique, etc. Mais quelque part, il s'était planté parce que c'est pas ce qu'on lui demandait. C'est lui qui mettait tous les bâtiments au centre ? Non, pas du tout. Non, il avait restauré les bâtiments, il avait détruit les bâtiments qui pouvaient pas être conservés. Il avait restauré les bâtiments, mais simplement, voilà, il n'y avait pas
il n'y avait pas une idée forte. Parce que pour ce type de projet, surtout quand c'est un projet délirant, parce que là, effectivement, comment ça s'appelle, réactiver une verrerie, c'est délirant, quoi. Là, il paraît que toutes les études disaient, mais putain, vous n'allez jamais y arriver, c'est pas possible. Et donc, il fallait quand même un projet architectural. Enfin, c'était la volonté des organisateurs d'avoir, effectivement, un effet Bilbao, voilà. Et l'effet Bilbao, donc, il existe, bon, sans doute, sur le projet lauréat. Il existait, bien sûr, donc, dans le projet de Ebelink. Et puis, mais par contre, il n'existait pas dans le projet de Lynn. Donc, voilà, donc il s'est fait ramasser. Alors, Isabelle. C'est un projet magnifique, magnifique dans le sens où c'est à la fois extrêmement fonctionnel et il y a quelque chose de très émouvant en fait dans ce projet. Bon, il y a la réussite vraiment fonctionnelle qui est donc la circulation, la cohérence du site rétablie par ce chemin qui fait le lien entre les bâtiments, par la passerelle qui le redouble au-dessus. Et puis, il y a l'organisation du site qui a été pensée pour offrir à la ville, ou pour rendre à la ville un espace public, une forme de place du village. C'est-à-dire qu'en fait, on peut rentrer par plein d'endroits différents. On peut traverser ce site à pied. Il est situé juste à côté de l'église. Enfin, il est dans une position centrale de ce petit village. Et donc, non seulement on peut le traverser, mais il y a cette voile de béton là qui vient recouvrir une ancienne structure qui était à peu près en ruine, mais dont le projet a conservé finalement ce qui était possible de conserver. Et cette voile de béton lui donne son toit, mais c'est aussi un espace de circulation qui fait le lien entre le site et la ville, et c'est aussi un espace de loisirs, un espace de jeu pour les enfants, un espace où éventuellement s'installer l'été. Enfin, il y a un côté un petit peu comme les écoles de Tezuka, quoi, où le toit forme un espace public, un espace ludique, un espace avec de la personnalité. Et ça, c'est très beau, et c'est d'autant plus beau qu'en fait, donc, tout ce complexe a été en friche pendant des décennies. Et cette période où le site était en friche, en fait, il était approprié par la jeunesse du coin, qui en avait fait un terrain de jeu, qui en avait fait... qui s'était installé finalement même dans les bâtiments en ruine, etc. Donc c'était un espace public, un espace de friche, mais qui a beaucoup compté pour beaucoup de gens, y compris les gens qui aujourd'hui sont à la tête de ces institutions, qui sont des purs produits de l'éducation populaire et qui ont porté ce projet, que ce soit la salle de spectacle, que ce soit l'atelier de verrerie. Donc il y a quelque chose d'extrêmement organique, à la fois sur le plan historique, puisque c'est vraiment une histoire qui est ravivée, et puis c'est fait par ces habitants qui sont des gens passionnés, qui n'ont pas voulu partir, qui ont voulu rester là. Et l'architecture fait quelque chose de vraiment génial, je trouve, qui est de greffer l'archaïque, l'historique, sur le contemporain qui tout d'un coup le fait fonctionner comme un truc state of the art, quoi. Et ça vaut aussi bien donc pour les ateliers que pour la salle de spectacle qui est installée dans cette ancienne halle où on faisait à l'époque fondre le verre. Maintenant, ils ont gardé les vieux fours en ruine, mais qui sont là comme vraiment des éléments archéologiques, archéologie industrielle, qui sont là. Cette grande halle qui peut servir pour mettre soit des expos d'art contemporain, mais aussi les plus grands concerts. Et elle est directement articulée avec une nouvelle petite salle de spectacle qui lui est greffée et avec laquelle elle communique par un système de scènes modulables comme ça et qui peut s'ouvrir. Donc il y a une espèce de petite salle qui peut accueillir 340 personnes assises, si je me souviens bien, 900 debout. Voilà, qui est absolument parfaite sur le plan acoustique, hyper modulable de toutes les manières, tout ce qu'il y a de plus moderne et hyper technique. Et quand il y a plus de gens, et ben le plateau il s'ouvre de l'autre côté.
Et ça, cette communication directe, quoi, qui se matérialise dans l'architecture entre l'ancien et le moderne, qu'on retrouve à tous les niveaux, parce qu'ils ont gardé tout ce qu'ils pouvaient. Il y a une vieille cheminée qui est là et qu'on aurait vraiment pu envisager de détruire, puisqu'elle tenait elle plus menace ses debout, ruines. elle était tordue. Et ben plutôt que de la détruire, ils lui ont mis une sorte de corset de métal pour la faire tenir debout. Et donc elle est toute penchée, mais elle tient et elle marche. Et puis il y a une structure qu'ils n'ont pas pu garder, mais du coup ils ont construit 2 bâtiments en béton avec des gabarits comme ça qui rappelaient les gabarits industriels et qui reprenaient d'ailleurs le gabarit de l'ancienne structure. Et pareil, ils ont tourné autour de la vieille cheminée. Et tout ça, c'est hyper beau, et c'est d'autant plus beau qu'on n'est pas juste on conserve un patrimoine ancien, mais on le conserve pour réactiver des savoir-faire anciens, pour revitaliser. Enfin, tout fonctionne en fait de concert. Et d'ailleurs, la maîtrise d'ouvrage, c'est quand même, il y a quelque chose aussi de très beau là-dedans, puisque c'est la salle de concert et l'atelier de verre et le musée qui se sont mis ensemble en se disant que leur synergie allait permettre pas seulement de faire des économies, mais aussi de ramener plus de se dire qu'il devenait un complexe cohérent et que du coup, les gens viendraient à la fois pour acheter des boules de Noël, pour aller au musée, et puis le soir, ils iraient au concert. Et c'est une logique d'ailleurs qui fonctionne dans toute la région à une échelle plus large, puisqu'il y a aussi une sorte d'association de tous les sites verriers, la Ligue, Saint-Louis, etc. Et, bon, voilà. Et donc il y a une intelligence, c'est une intelligence collective d'une maîtrise d'ouvrage hypersensible et qui est allée chercher des designers, enfin c'est des gens très fins, très délicats, qui ont finalement choisi les bons architectes, et on sent vraiment que tout ça a fonctionné de manière très harmonieuse, respectueuse, avec un pragmatisme aussi, économie de moyens, mais bon, enfin voilà, j'arrête de parler, mais moi je suis très emballée, je suis surtout très touchée, et c'est une architecture, voilà, c'est un projet qui touche à tous les niveaux. On sent que c'est un projet très porté par la maîtrise d'ouvrage, ça c'est vrai, et très ancré dans le territoire. Là, ce ne sont pas des mots, ça se sent, ça se perçoit. Le fait que le directeur de la Grand Halle, c'est un ancien batteur qui, voilà, c'est quelqu'un, il sait ce que c'est qu'un spectacle, il sait tout ça, on sent que... Je voudrais juste rajouter un tout petit, je suis désolée, mais une dernière, ça m'a un tout petit fait penser à quelque chose de très différent, mais qui est le campus Vitra, qui est cette collection d'architecture qui m'intéresse infiniment plus que toutes les collections d'architecture qu'on peut avoir du genre Lacoste, etc. Parce que c'est de l'architecture qui est au service de quelque chose, de cette usine, etc. Et donc, je ne sais pas, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, qui est... Sophie. Non, mais c'est l'amour du patrimoine qui se manifeste dans un esprit d'entreprise. C'est absolument incroyable. Incroyable. Donc, on dit tout le temps, c'est impensif, qu'un bon bâtiment, c'est un bon projet, ça se fait aussi avec un bon maître d'ouvrage. Là, évidemment... on ne peut plus vrai ici. Donc c'est un projet qui est en gestation depuis 40 ans. Donc c'est aussi ce qui fait sa grande qualité. Espéré depuis 40 ans. Oui, mais quand même, puisque il sort pas de terre ils ont la halle pour les concerts est utilisée depuis 1996. Non, l'association a été créée en 96. Architecturalement. Alors architecturalement, c'est absolument extraordinaire parce que c'est une déambulation, et dans cette déambulation qui redonne sens au site, on fait des rencontres. Donc c'est rencontre avec une œuvre, rencontre avec une démonstration, rencontre avec un artiste. Rencontre avec l'histoire du site, rencontre avec un moment de détente. Donc je trouve que c'est extrêmement intelligent de la part de Frix et de Soil. Et puis la façon dont ils se sont emparés de la symbolique du verre, elle est très très forte, parce que on sombre pas du tout dans quelque chose qui serait cuculapraline. Non, ça fonctionne extrêmement bien. Donc cette espèce de grande nappe de béton
Pour eux, elle est aussi, elle rappelle aussi les coulées de verre, ce qu'on peut voir, donc ces formes courbes, ce qu'on peut voir au fil de la déambulation, puisqu'il y a des trémies qui permettent de voir les souffleurs de verre au fil de la promenade. Et donc voilà, le verbe les grosses épaisseurs de verre qui coulent, c'est complètement en accord avec cette grande nappe. Et puis alors après, ce qui est intéressant, c'est que ils ont complètement saisi tout l'enjeu territorial. Donc ils ont réussi aussi à faire avec, on a l'église qui est à côté, à l'entrée du site il y a une espèce de grange qui est magnifique, on a la nature qui est proche, et donc le fait de déambuler sur les passerelles, sur des parties hautes, des parties basses, font que c'est autant de points de vue et de manières de regarder ce qui nous entoure. Ça recrée une centralité et à la fois une attention, je ne vais pas dire le grand paysage parce que c'est aussi autant un poncif, mais en tout cas à ce qui nous entoure. Et vraiment, voilà, ça aurait pu être figé, on aurait pu être dans un banal écomusée, et on est dans quelque chose qui est extrêmement dynamique. Et il y a un vrai enjeu, il y a un vrai enjeu territorial. Et voilà, là on a envie de dire, mais prenez le TGV, allez à Strasbourg, allez voir ce site qui est... Voilà, je trouve que justement l'effet Bilbao, là, il y est vraiment. Oui. Mais sans l'esbrouf. Oui, et je rajouterais quand même une chose aussi, la force du projet, c'est aussi donc en rattachant avec plein d'éléments aussi autour qui sont intéressants, avec la dimension territoriale. En fait, ça vient vraiment valoriser le site même et un territoire et des bâtiments. Finalement, quand on les regarde en détail, les bâtiments présents sur le site, ils ne sont pas si intéressants que ça. Ils sont hyper intéressants par l'histoire qu'ils portent, parce que c'est une histoire absolument incroyable. La verrerie existe depuis 1704. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une histoire forte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des prisonniers, il y a des réfugiés de guerre. Toutes les marques des transformations sur le bâtiment, ça se voit. Il y a même des scories. Voilà, exactement. Oui. Mais la grande halle en elle-même, elle n'est pas extraordinaire. Elle n'a pas une charpente extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit encore les traces sur les murs de briques de la double halle d'origine, et ensuite qui a été rehaussée pour être agrandie. Voilà, mais sinon, si. Alors voilà, c'est pour ça aussi que le travail de Fricks et de Soil est intéressant. Ils ont su vraiment extraire ce qui était architecturalement intéressant dans l'existant, comme cette charpente en résille qui est assez incroyable, puisqu'elle permet d'avoir cette espèce de voûte sans point porteur. On n'a pas les fermes classiques, ça libère complètement l'espace, et ça, ils l'ont complètement valorisé. Philippe. Moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je partage absolument tout ce qui a été dit. C'est un projet qui est né sous une bonne étoile, quoi, quand même, parce que le lieu est magnifique, une espèce de village comme ça, un peu perdu dans la vallée. Même dans la brume. Ouais, dans la brume. On y fabrique des boules de Noël. Franchement, c'est pas comme d'aller dans une station-service acheter des bons de pneus, quoi. C'est beaucoup plus sympathique. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que, alors vous l'avez dit, les gens sont capitaux dans cette histoire, quoi. Ils sont formidables, ils sont intelligents, ils sont humains, ils sont passionnés, donc c'est quand même extraordinaire. Et en plus, il y a une autre chose, c'est que c'est quand même marrant, c'est que 99,9% de la verrerie, c'est du mécanique, hein, c'est fait par des usines. Donc les seuls artisans qui restent, c'est soit des gens qui sont rentrés dans le luxe, comme Dôme, etc., et Saint-Louis, et puis ils restent là, eux, ils sont comme des espèces c'est Astérix, quoi. Ils sont les derniers à faire encore des choses qui sont à des prix accessibles, et qui sont quand même de grande qualité, puisqu'ils font appel chaque année à un designer. C'est pour ça que quand on est arrivé, les gens faisaient la queue, parce qu'ils venaient acheter la boule de Noël 2022, qui est faite par un designer. Il y a dans leur musée, comme ça, toutes les... Et il faut dire une chose, c'est que
ils ont un grand talent, les gens qui sont sur place, pour présenter leurs choses, parce que la scénographie est réussie, la manière dont ils présentent la boule de Noël de l'année, c'est magnifique, on dirait une installation de designers de très haut niveau. Donc ils sont vraiment, c'est des gens de grand talent, quoi, humains et artistiques. Donc c'est quand même... Et puis c'est vrai, tu le rappelais, mais les architectes, eux, ils ont saisi dans le verre comme métaphore, la métaphore d'un matériau malléable, c'est-à-dire un matériau qui est dur quand il est achevé, mais qui est mou et quand on le chauffe, quoi. Parce que moi, je ne le savais pas, peut-être que les gens le savent, mais moi, je ne savais pas qu'autrefois, les verriers, c'était des nomades. En fait, ils allaient là où il y avait du sable et là où il y avait du bois, puis quand il n'y avait plus de bois, il fallait qu'ils aillent plus loin. Et quand on a commencé à faire des routes carrossables, etc., les verreries se sont sédentarisées. Et donc, toute l'histoire est belle, quoi. Et elle est intelligente. Moi, je crois qu'il faut dire qu'il faut inviter absolument les gens à aller voir ça, et notamment, il faut qu'ils aient la chance d'être conduits par Yann. Yann, c'est le directeur du centre. Voilà. Et là, il y a quelque chose, parce qu'il en parle tellement bien de cette histoire, encore une fois, de territoire, et de voir tous ces jeunes qui travaillent là, c'est quand même pas mal. Hein. On sent que l'histoire marche, que c'est pas du showbiz là qui a été organisé pour faire éco-truc. Non, c'était là depuis 3 siècles et ça continue. En plus avec beaucoup de création. Moi, tout ce qui est complètement. Et c'est vrai, je trouve que Soil avec Freaks, ils ont fait ce lien. Et c'est pour ça que c'est tout côté souple. Ils rajoutent au lien parce que le projet il est complètement hybride en fait. Hein. Qui pouvait penser que la musique et l'artisanat allaient se retrouver là au cœur d'un site verrier. Évidemment, dans la Roure, il y a des exemples à des plus grandes échelles de choses, mais là c'est quelque chose il y a quelque chose de touchant. Hein. Je crois qu'on peut le dire comme ça. En tout cas, ça nous a touchés, vous l'avez tous compris. On va vous emmener enfin à Paris, parce qu'on sent que ça vous manque. Et comme disait si bien Philippe Trétiac l'autre jour quand on a fait la visite ensemble, pour une fois, on va aller à l'hôpital et on va être content qu'on va ressortir parce qu'on n'y va pas, parce qu'on est malade, ni pour aller voir quelqu'un qui est en difficulté. Nous allions voir le nouveau siège de l'AP-HP, qui est dans les emprises de l'hôpital Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement. Le siège a déménagé du cœur de Paris, était avenue Victoria, pour s'installer justement sur une petite parcelle tout au fond. Une parcelle carrée dont les architectes ont tiré un triangle. Voilà, on va expliquer tout ça, bien sûr. Donc, au-delà de la question géométrique, il y avait l'enjeu d'installer 5 à 600 personnes dans ce lieu. Et ce qui est frappant, je trouve, dès qu'on arrive depuis même l'avenue Verrières, c'est le côté quasi balnéaire de ce bâtiment. C'est qu'on pourrait croire que c'est du logement. On ne s'attend pas du tout à ce que ce soit des bureaux. On dit, tiens, c'est des nouveaux logements super bien pour les infirmières. Ben non, c'est pour les cadres. Je rappelle que la PHP, c'est 39 hôpitaux et 100 000 agents. C'est quand même pas rien. C'est dire le centre de décision qui est au rez-de-chaussée. Très, très, très important. Et pour les architectes, évidemment, la question de la fluidité, de la transparence et autres a été l'un des fils conducteurs. Et puis, évidemment, s'agissant de Chartier d'Alix, le travail sur la biodiversité. Et donc, il y a une expérimentation sur le mur biodiversitaire, qui d'ailleurs a fait la couverture d'AMC, là, il y a quelques jours. Voilà. Alors, Richard, la biodiversité, ça te parle? Oui, mais je ne sais pas commencer par là, parce que voilà, ce bâtiment, il m'a étonné. C'est vrai, quand je suis arrivé là-bas, parce que vraiment, je ne comprenais pas trop. D'abord, on est arrivé du mauvais côté. Et puis après, on a vu effectivement le jardin avec le mur de la biodiversité. Et c'est vrai que c'est un bâtiment, il est énigmatique, il est intéressant. Et c'est vrai que moi j'ai toujours un peu du mal avec les architectes qui se répètent pas, qui font pas toujours les mêmes choses. Et c'est vrai que Chartier d'Alix, bon, malgré tout, leurs projets sont toujours très différents, très contextualisés. Bon, c'est vrai qu'ils ont des obsessions, comme effectivement. Voilà, faire rentrer, essayer de...
voilà, en général, l'architecture, elle se préserve. On rejette les moustiques, on rejette les mouches. Vous voyez, on ne veut pas avoir de la végétation sur son mur, on ne veut pas avoir de l'eau qui rentre. L'eau, c'est, comme le dit d'ailleurs, comment il s'appelle, Chartier, j'ai oublié son prénom. Hein, l'eau, c'est vraiment l'ennemi absolu donc, de l'édifice. Et là, au contraire, donc, il y a une volonté comme ça de porosité. Et c'est vrai que cette volonté de porosité, donc, elle s'affirme toujours, elle est quand même là. Voilà. Hein, mais elle s'affirme toujours complètement différemment. Voilà. Donc, pour l'école de la biodiversité à Boulogne-Billancourt, hein, c'était des blocs de béton avec des petites jardinières microscopiques, hein, où le vent pouvait apporter toutes sortes de graines et tout pouvait pousser, et où il y avait des petits trous dans les blocs de béton pour que les moustiques puissent se loger comme un hôtel. Et les oiseaux. Et les oiseaux, voilà, tout ça. C'est pour les invités. Voilà, tout ça, je trouve ça assez... Il y a ça, voilà, c'est un peu la base, et c'est vrai que... Bon, je vais quand même leur faire un grand compliment, c'est que ça me rappelle un petit peu l'architecture de Herzog de Meuron. Voilà, parce que Herzog de Meuron, c'est pareil. À chaque fois qu'on voit un bâtiment, putain, on comprend pas ce que c'est. Quand on va, par exemple, à Colmar, là, tu vois, putain, tu dis c'est Herzog de Meuron, ben oui, c'est Herzog de Meuron. Tu vois, tu vas voir le stade de Bordeaux, ben voilà, c'est Herzog de Meuron. Donc c'est toujours différent. Eux, c'est un peu différent parce que eux, finalement, ils ne doivent pas aimer tellement les mouches et puis les oiseaux comme Chartier d'Alix. Ils préfèrent le foot, quoi, tu vois. Et donc, chaque fois, dès qu'ils peuvent, ils font un stade de foot. Tu vois. Par exemple, la Philharmonie de Hambourg, c'est pas une philharmonie, t'as rien compris. Hein. C'est un stade de foot, quoi, voilà. Et donc, tu es là. Et d'ailleurs, c'est formidable quand, à la fin, tout le monde hurle, tout le monde applaudit, quoi. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça que j'aime bien chez eux. Donc, à la fois les obsessions, et puis après, donc, chaque fois, donc, un étonnement, parce que c'est des projets complètement différents. Et là, c'est vrai que, tout à l'heure, tu parlais des balcons. C'est vrai que, voilà, c'est ça qui... Voilà, quand on est devant le bâtiment, il est énigmatique. Voilà, on ne comprend pas. Parce que, déjà, donc, il est très... et en plus, il paraît très simple, mais il est très complexe, vous voyez. Parce que les façades, là, donc, qui donnent sur la rue, on ne comprend pas les images. Elles sont plates. Elles sont alignées sur la rue, et les balcons sont courbes, hein, pour s'offrir comme ça. Et par contre, la façade, qui est donc sur le cœur d'îlot, eh bien, elle est courbe, et le balcon est courbe. Il n'a pas la même courbure, mais voilà, c'est des subtilités comme ça, hein, qui rendent le bâtiment totalement énigmatique. Et en plus, bien sûr, comme il y a ce jeu de courbes qui ne sont pas différentes, soit la façade est plate, soit elle n'a pas la même courbure que le balcon, et comme le balcon, donc, on le voit, si vous voulez, la surface n'est pas plate, elle est oblique, donc ça donne des surfaces hyper complexes, et ils ont dû super s'emmerder pour les faire, et en plus elles sont parfaitement faites. Voilà. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est que le balcon, finalement le balcon c'est un élément de l'architecture, c'est pas forcément un balcon où tu vas manger, tu vas fumer, ça peut être aussi simplement un élément intermédiaire, un passage entre l'intérieur et l'extérieur. Un élément borderline, tu as la frontière, tu n'es ni vraiment dehors, ni vraiment dedans. Et c'est ça qu'ils arrivent donc à montrer dans leur projet. Voilà, ici, vous voyez. Il n'y aura jamais de table, là, tu vois. Et donc, voilà, on est simplement en suspension, voilà, devant le bâtiment. On a la vue sur Paris. Et comme le bâtiment est triangulaire, bien sûr, on s'abstrait complètement de la trame constructive qui était imposée. Et donc, voilà, c'est ça un balcon. C'est un truc où tu es extirpé du bâtiment et tu es dans un entre-deux. Voilà, donc je trouve vraiment... C'est vrai que je les avais critiqués une fois là, pour je ne sais pas comment ça s'appelait. Comment ? La caserne, voilà. Je pense, bon, peut-être, je ne sais pas si j'ai eu tort ou raison, peut-être je me suis trompé, peut-être c'est eux qui se sont trompés. Mais je dois dire que j'étais tout à fait enthousiaste pour l'école de la biodiversité à Boulogne-Billancourt. Et là, à nouveau, donc, je suis... tout à fait enthousiaste, alors que justement les projets ne se ressemblent pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'on sent malgré tout, toujours chez eux, donc, une certaine aménité, voilà, dans cette façade qui tend les bras. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, malgré tout, comme la période est dure, voilà, les architectes justement qui favorisent ce type de sentiment, là, le respect des occupants, même si ce n'est pas un usage particulier, on ne leur dit pas, tu vas. Moi j'ai fait le balcon pour que les gens puissent discuter, ils puissent bavarder, pas du tout, c'est pas ça. Ils ont fait le balcon pour que les gens, donc, ils soient en suspension, voilà, sur Paris. Parce que la vue, là, j'étais malade dans une chambre, là, en fait la vue t'a coupé le souffle, quoi.
C'est amusant que tu aies parlé de Herzog et de Meuron, parce que tu sais que Frédéric Chartier a travaillé chez Herzog et de Meuron, je le dis juste au passage. Donc, non, je ne sais pas s'il y avait un message par-dessous, mais bref, Isabelle. Oui, non, je voudrais juste prolonger ce que dit Richard et partager son enthousiasme. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu japonais dans ce projet. C'est-à-dire même cette forme avec ces balcons concave, est-ce que c'est concave quand c'est comme ça? Oui. Qui fuit comme ça, donc c'est des sortes de lignes de fuite. Il y a cette espèce de truc profilé, un peu aérodynamique, mais qui fait un peu, qui a aussi une forme un petit peu de temple japonais, et japonais aussi dans le sens où il y a quand même, en fait, il y a quelque chose une sorte de miracle qu'accomplit ce bâtiment au-delà de ce jardin. Enfin, en fait, c'est un bâtiment qui donne. Il s'inscrit dans un cadre, un espèce de chaos qui est ce site de l'hôpital Saint-Antoine, un chaos de bâtiments qui n'ont fait que s'ajouter au fil du temps. Mais moi, j'étais dans le. Je suis allée souvent à Saint-Antoine, enfin, je connais. Et on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait la place de mettre un autre bâtiment, tellement tout était. C'est un site qui est plein à craquer. Et ils ont réussi, en construisant un nouveau bâtiment dans un site qui paraissait quasiment impossible. On a l'impression qu'ils ont créé de l'espace. On a l'impression qu'ils valorisent. Les bâtiments un peu des années 60, là, comme ça, leur façade en préfa, qui tout d'un coup je sais pas, ont un petit caractère un peu vintage, ils les rendent plus jolis, on a envie de les regarder. Enfin, ils valorisent l'existant, ils offrent ce jardin dont, du coup, Richard n'a pas parlé, mais quand même, c'est un petit jardin en relief comme ça, parce qu'il est planté au-dessus d'un auditorium, et donc ça forme comme une sorte de colline, et ça leur permet de faire tout un système qu'ils ont breveté, de jardin en mouvement, avec le jardin lui-même qui va nourrir le mur végétal, et le tout, ça se prolonge au sol. Enfin bon, tout ça est très pensé pour que la biodiversité finalement puisse être dans une espèce de biotope comme ça qui s'autogénère. Ça a l'air très intelligent, il faudra voir dans 2 ans ce que ça donne, si ça marche vraiment. Mais en tout cas, il y a un jardin qui est là. C'est quelque chose qui est offert aux gens du site, non pas seulement aux gens de la PHP, mais à tout l'hôpital. Et par ailleurs, qui ménage les vues de partout. Enfin, il y a une élégance, il y a une politesse. Et là aussi, il y a quelque chose de japonais dans la manière dont, en s'inscrivant dans quelque chose de surdense, a priori impossible, finalement, à la fois, le truc est super gracieux et valorise, rend son environnement immédiat plus beau, plus humain, plus urbain, plus amène. Et je trouve ça remarquable et là aussi assez émouvant. Philippe. Oui, tout cela est juste. Je voudrais juste préciser la raison de ce bâtiment en triangle. C'est qu'en fait, ce que pensait le maître d'ouvrage, il pensait que les architectes produiraient un bâtiment carré dans lequel il y aurait au centre un patio, mais qui aurait occupé la totalité du terrain. S'ils avaient fait ça, il aurait fallu qu'une partie de la façade soit aveugle parce qu'ils étaient en proximité d'un IGH, d'un bâtiment dont tu as raison de dire qu'on les regarde maintenant avec un peu plus d'intérêt parce que justement ça crée un tel chaos urbain dans une densité folle que ça en devient intéressant, quoi. Donc ils ont coupé le terrain en 2, ils ont fait un triangle d'un côté, de l'autre côté ils ont mis ce jardin. Et ce qui est intéressant effectivement, c'est que ce jardin c'est une colline. Et je trouve que quand on est au rez-de-chaussée dans la partie restaurant et qu'on a la colline devant soi, on ne voit rien d'autre que ça. Et il y a un effet d'échelle étrange, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on est devant une petite montagne ou si on est devant une gigantesque montagne. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, puisqu'on ne voit que ça. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ce que je pense qu'il faut dire aussi, c'est quand même que pour la PHP, c'était un pari, parce que de décider de ramener toute la direction au sein même d'un gigantesque CHU, hôpital, c'était pas évident que ça marche. Ils craignent évidemment les conflits, qu'il y ait des mouvements de grève, etc., d'être un peu assiégés comme ça. Et donc ils avaient la nécessité de créer un bâtiment qui serait non ostentatoire.
Donc il y avait aussi cette question-là. Il fallait que le bâtiment, dans un certain sens, il ait une espèce de neutralité. Et je trouve que c'est vrai qu'ils ont parfaitement résolu la question, parce qu'on connaît d'autres bâtiments, Isabelle, suivez mon regard, où le rapport à l'extérieur est beaucoup moins bien traité que dans, je pense évidemment au bâtiment du Monde, hein, qui est quand même qui est justement beaucoup moins bien foutu. Là, les gens ont quand même un rapport à l'extérieur formidable, quoi. Il y a une luminosité qui est stupéfiante, absolument partout. En plus, la manière dont ils ont ménagé à chaque étage des espèces d'espaces de transition de repos, de mi-café, je sais pas quoi, c'est très très subtil, quoi. Et c'est vrai, Richard, quand tu dis que les plans sont sans doute très complexes, c'est certainement, parce que ça paraît simple, hein, ça paraît simplissime d'ailleurs. Et donc c'est bien la preuve qu'il y a beaucoup de travail. Le plan est magnifique, hein, parce que le plan, effectivement, le plan est triangulaire. Il y a toute une rangée de poteaux périphériques qui tiennent le bâtiment. Et après, il y a un centre, il y a un noyau central qui est en forme de U comme ça, et qui permet, comme tu l'as dit, donc de déterminer une sorte de dégagement central. Et surtout, ce plan, tout de suite, tu vois tout ce que tu peux faire, quoi. Tu peux faire des bureaux empoisonnés, tu peux faire des bureaux paysagers, tu peux faire des appartements. Tu vois, c'est ça qui est sidérant. Oui, il en a parlé de la complexité, puisque les balcons filants font 2,60 m en pointe des triangles, enfin à la pointe coupée des triangles, et 1 mètre dans la partie la plus fine. Donc effectivement, ils sont à double courbure. Donc il expliquait que c'était extrêmement complexe de faire glisser les moules pour couler le béton. Donc moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est le rapport qui est vraiment intéressant entre la partie végétale et la partie bureau, parce qu'on a quelque chose d'extrêmement simple, dépouillé, brut, et ça vient prendre d'autant plus de valeur que on est dans cette végétation assez luxuriante, et on aperçoit encore sur les parois les blocs de béton irréguliers, rugueux. Donc on peut imaginer qu'à terme ce sera complètement revêtu de végétation, mais c'est presque quelque chose qu'on peut regretter, parce que là le côté vivant et le côté imperfection, je le trouve vraiment très très beau. Et peut-être on peut imaginer, alors c'est vrai que ça valorise, comme le disait Isabelle, ça valorise extrêmement les bâtiments. Les bâtiments des années 60 autour, mais je trouve que s'il n'y avait pas eu cette partie végétale, peut-être qu'il y aurait eu un petit côté presque un petit peu trop propre, presque un petit peu ennuyeux, sans être trop péjoratif, parce que c'est vraiment un très très beau bâtiment. Donc là, le rapport entre les deux est vraiment intéressant. Et puis ensuite, il est très intelligent dans ce que ça génère au niveau de la qualité des espaces de travail. Le fait d'avoir un plan en triangle, c'est intéressant. Et puis à l'origine, c'était un site qui était aussi occupé. Il y avait le passage d'une gaine technique, mais il y avait aussi un petit espace de verdure qui était beaucoup occupé. Donc c'est quand même, voilà, pour eux, c'était important de préserver aussi un espace de repos, un rapport, sortir un peu de quelque chose qui est trop minéral. On est dans la ville, on est dans l'hôpital, et là le jardin, il a quand même une place qui est énorme. Le fait qu'il y ait cette colline, les parois, ça prend une grande place, et c'est vrai que ça apporte dans ce site-là, qui est quand même un site pas facile, c'est énormément de bien-être. Donc c'est une vraie réussite. D'ailleurs, il était dans la liste pour l'écart d'argent. Il était plus que dans la liste, il a gagné un prix. Oui, il a gagné un prix. Il était dans le palmarès. Activité. Voilà, Oui. citons-le. Alors, moi, ce que je note, c'est que
Bah, pour une fois, on est tous d'accord. Je veux dire que vous trouvez tout bien. Hein. Donc la prochaine fois, il va falloir en trouver des. Non, attends, moi je veux quand même différents. je vais revenir un moment sur l'attaque virulente dont j'ai été victime. À tort, parce que ce que je veux dire, c'est que non, écoute, Richard, je pense que tu as très bien, tu as très bien défendu le bâtiment et tu as raison. C'est très intéressant ce que tu as dit sur les colombages, etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi et vraiment c'était très subtil. Mais ce que je veux dire, c'est simplement regardez le nombre de bâtiments en bois qui sortent en ce moment, et vous verrez que malgré tout, ils n'ont pas tous cette qualité, justement. Ah non, tout à fait, tout à fait. Là, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Mais c'est pour ça que je défends Rombos et je ne défends pas d'autres gens, si tu veux. Hein. Et puis c'est vrai qu'en plus, j'ai pas beaucoup parlé de ça, mais... Oui, une minute. On avait dit une minute. Mais c'est vrai que le plan, il est quand même sidérant. Parce que quand tu regardes tu le l'as plan déjà du premier étage... Non, le plan de Mathias Rombos, il est sidérant parce que quand tu le regardes bien, tu as l'impression de voir le plan de Schinkel, hein, pour le musée de Altmuseum à Berlin. Tu vois, c'est exactement, il y a 2 cours comme ça. Donc il y a tout... voilà, on sent malgré tout un peu comme... Tout à l'heure, là, pour le bâtiment de Baudouin, il y avait une plongée dans l'histoire. Et là, la plongée de l'histoire, tu la retrouves aussi, si tu veux, quand tu regardes le plan. Et puis quelque part, tu vois, on oppose architecture de béton et architecture de bois. Mais tu vois, cet espace tramé, il rappelle aussi, bien sûr, par exemple, les espaces tramés ou les équipements de Quimpetil, qui font aussi référence à Schinkel. Merci Richard, merci Isabelle, merci Sophie, merci Philippe. Ainsi se termine ce rendez-vous critique. Nous nous retrouverons l'année prochaine, donc à très bientôt. Merci pour votre attention et votre fidélité. Au revoir. Merci.